Ce matin, le président Trump s'est plaint sur Truth Social que ses adversaires le critiquent, qu'ils sont très désagréables à cause de ses tentatives de négociation, qu'ils essayent de lui dire quoi faire, et ainsi de suite. Apparemment, il est un peu déconcerté, et il est allé sur Truth Social pour en parler aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de temps pour essayer de comprendre la situation, et il fait face à de sérieux vents contraires, peu importe ce qu'il entreprend. Alors, la dernière chose dont il devrait se soucier, c'est de savoir qui le critique, qui parle sur lui, ou ce genre de choses. En gros, il a 3 options possibles. Reprendre les opérations de combat, s'engager dans un accord négocié sur le plan diplomatique, ou simplement faire comme s'il avait gagné et s'en aller. Ce sont 3 possibilités réelles qu'il pourrait choisir. Aujourd'hui, on va examiner chacune d'entre elles, une par une. Et nous avons de nouveau avec nous, pour la première fois depuis un petit moment, Patrick Henningsen. C'est journaliste, analyste géopolitique, fondateur du site d'analyse d'actualité 21stcenturywire.com et animateur de l'émission Sunday Wire. Patrick, comme toujours, bienvenue dans l'émission. C'est un plaisir avec toi, Daniel. Merci. Écoutez, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde ensemble le message qu'il a posté sur Truth Social, parce que je pense que c'est important. Il l'a mis en ligne à 1h du matin, d'ailleurs, comme on peut le voir en bas à droite. Apparemment, il ne dort toujours pas beaucoup. Il a écrit que l'Iran veut vraiment conclure un accord, et que ce sera un bon accord pour les États-Unis et pour ceux qui sont avec nous. Mais il demande si les démocrates et les républicains apparemment peu patriotes ne comprennent pas qu'il est beaucoup plus difficile pour lui de faire correctement son travail et de négocier quand des politiciens continuent de critiquer sans relâche à un niveau jamais vu auparavant. Apparemment, il n'a pas vu beaucoup de niveaux de critique dans sa vie. Moi, j'en ai vu pas mal au fil des années, encore et encore. Et je devrais aller plus vite ou plus lentement, faire la guerre ou ne pas la faire, ou peu importe. Il suffit de s'asseoir, de se détendre, et tout finira bien. Tout ira parfaitement, comme toujours, dit-il. Mais regarde, Patrick, prenons juste quelques exemples récents. Celui-ci date du 24 mai. Trump dit qu'il n'a rien été dit à son sujet, mais il affirme qu'un accord avec l'Iran est en grande partie négocié et que le détroit d'Ormuz sera bientôt rouvert. Et puis, vendredi dernier, il devait réunir les responsables de la sécurité nationale dans la salle de crise pour prendre une décision finale. Et maintenant, on est lundi matin, et aucune décision finale n'a été prise. Est-ce que c'est antipatriotique de commenter ce genre de choses? On ne reconnaît tout simplement pas le travail qu'il fait pour nous garder en sécurité, pour protéger nos libertés ici, en Amérique. Franchement, je comprends très bien la frustration du président. Vous savez, pour lui, tous ceux qui le critiquent sont forcément coupables de trahison, Daniel. C'est un peu là où il en est, en fait. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, et les discussions que j'ai eues avec des gens en Iran, des gens bien informés sur la situation, l'Iran n'a aucun intérêt à conclure un accord avec les États-Unis, du moins pas ce soi-disant accord dont Trump parle, ou son idée d'un accord. C'est une impasse, et ça l'est depuis déjà pas mal de temps. Et il retombe sur les mêmes phrases toutes faites. C'est une répétition de la pantomime des négociations avec la Russie. Il va dire de temps en temps, regardez, ils veulent vraiment conclure un accord. Les Russes veulent vraiment un accord, ils veulent vraiment le faire. Moi aussi, je veux un accord. Et on est très proche, très proche, très proche. C'est le même scénario. Il ne parle pas directement aux Iraniens. Les États-Unis, je le répète, les États-Unis ne parlent pas aux Iraniens. Ils envoient des messages par des intermédiaires, comme le Pakistan. Et ils envisagent probablement, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel, d'après les informations récentes,
que Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, serait d'une certaine manière pressenti comme successeur dans une perspective de changement de régime. C'est le genre d'idée folle qu'on a probablement mise dans la tête du président pendant des mois. On se disait qu'on parlait à quelqu'un, qu'Ahmadinejad était notre interlocuteur, qu'on allait pouvoir s'entendre avec lui. Tout ça, c'était de la pure fantaisie. Qui sait d'où ça venait exactement? Ça pouvait très bien être du bruit, des interférences venues de sources israéliennes, ou peut-être du réseau Witkoff-Kushner ou quelque chose dans ce genre-là. Mais honnêtement, je ne vois ni n'entends rien de la part de ce président, qui s'approche même vaguement d'un accord ou d'un arrangement réaliste avec les Iraniens. Ce sont eux qui tiennent le volant. Ils ont posé leurs conditions, ce qu'ils veulent. Et malheureusement, une grande partie de ce que l'Iran exige n'est tout simplement pas faisable pour les États-Unis. Je vais entrer dans tous ces détails dans un instant, mais sur ce sujet que vous venez d'évoquer, à propos de cette histoire autour d'Ahmadinejad qui circulait avec toutes ces rumeurs et ces affirmations, il y a eu quelque chose d'assez similaire qui a tourné partout sur les réseaux sociaux ce week-end. On disait que l'actuel président, Pezeshkian, avait démissionné par protestation, qu'il était en colère parce que les gardiens de la révolution prenaient le contrôle et qu'il avait quitté son poste. Pourtant, la presse iranienne n'a cessé de répéter que c'était faux. Lui-même est apparu publiquement dimanche, je crois, et il a dit « Écoutez, je ne vais rien abandonner. En fait, je préférerais mourir en martyr plutôt que de partir. » Et malgré ça, la rumeur était partout. J'ai même perdu le compte du nombre de grands médias sur les réseaux qui affirmaient « C'est confirmé, il est parti, il a démissionné, et tout le reste. » Et pourtant, il est toujours là ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, quand on regarde de près cette histoire, on voit que ce sont des sources anonymes qui ont parlé à Iran International. Et ce n'est pas un vrai média. Iran International, c'est un organe de désinformation contrôlé par Israël qui faisait autrefois ses opérations depuis l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont des bureaux à Londres. Donc en réalité, c'est juste une plateforme de propagande israélienne. Axios, le Jérusalem Post. Eux aussi ont repris cette histoire. Ça n'a aucun sens. Et cette idée selon laquelle ils parleraient de l'influence des gardiens de la Révolution. Écoutez, les gardiens de la Révolution contrôlent totalement l'Iran parce que le pays est en état de guerre. Ils ont un mandat en Iran pour protéger la nation. Et c'est comme ça, tout simplement. Et ça ne changera pas tant qu'ils n'auront pas signé un traité de paix. Et on sait tous qu'il n'y aura pas de traité de paix, ni même de véritable accord contraignant signé avec les États-Unis de sitôt, pas sous cette administration, ni dans l'année ou les 2 années à venir. Alors, ce faux argument sur l'influence des gardiens de la Révolution, c'est juste une manœuvre de communication sortie de Washington, d'Israël ou d'ailleurs, pour essayer de donner, je ne sais pas, l'impression qu'il y a de la confusion et du chaos du côté iranien. C'est la seule chose que je peux confirmer. Je veux dire, parce que je réfléchissais, et on m'a dit, d'ailleurs, c'est un ancien ambassadeur américain qui me l'a dit, que c'était clairement une campagne de désinformation intentionnelle, selon lui, menée par les Israéliens. Donc, peu importe vraiment qui l'a lancé, le fait est que c'était une campagne de désinformation. Et les Iraniens l'ont dit dès le début. Mais quel serait le résultat attendu ou l'avantage de faire ça? Parce qu'on retrouve sans arrêt le même discours, surtout sur Fox News, Newsmax et d'autres médias. On ne sait même pas qui dirige vraiment l'Iran. On ne sait pas à qui on a affaire. Peut-être à un tel, peut-être à un autre, peu importe. Ici, ce genre de message passe bien, mais est-ce que ça a le moindre effet là-bas? Peut-être que oui. Je vous pose la question parce que vous avez des contacts là-bas. Quel impact, s'il y en a un, ça peut avoir du côté iranien? Et est-ce que ça peut, d'une manière ou d'une autre,
servir nos intérêts. Je n'arrive pas à y croire. Franchement, je n'y arrive pas. Si on a ne serait-ce qu'une compréhension basique de la façon dont fonctionne la chaîne de commandement en Iran, on sait que le président n'a aucune autorité directe sur les affaires militaires, ni même sur ces négociations. Tout ça relève très clairement du guide suprême, du Conseil des experts et des gardiens de la Révolution. Le président, lui, joue plutôt un rôle intérieur, un rôle politique symbolique. Mais pour tout ce qui nous préoccupe ici, sur le plan international, le président doit en réalité être complètement aligné avec tout ça. Et ils sont en état de guerre. L'Iran est en état de guerre. Donc tout ce qu'ils font, c'est comme s'ils étaient officiellement en guerre. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ça, ou du moins le public américain qui ne le perçoit pas, va mal interpréter toutes ces sortes de faux rapports qu'on diffuse en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, sauf peut-être comme une manœuvre préparatoire pour appuyer un nouveau discours politique qui se prépare, ou peut-être une frappe militaire, un changement de régime, voire une frappe de décapitation, peut-être. Je suppose qu'il est possible que la cible visée ne soit pas le public iranien, pas une tentative de saper la confiance envers leurs dirigeants, mais plutôt le public américain, ou même les médias occidentaux, pour leur faire dire « Écoutez, ces gens-là, j'ai entendu ça plusieurs fois rien que cette semaine, ces gens-là sont plus faibles que jamais, ils ne savent même plus qui commande, il suffit de pousser un peu plus fort. » Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu es sans doute plus proche de la vérité, parce que ça correspond à la ligne que Trump essayait de construire. Tu vois, une sorte de récit selon lequel ils n'ont pas vraiment de direction, qu'ils sont complètement désorganisés. Le guide suprême se cacherait quelque part dans une caverne en Iran, sans jamais se montrer au public. Tout ce genre de choses. Et il faut se rappeler que les États-Unis continuent de s'appuyer sur cette idée que, soi-disant, le régime aurait massacré 40, 30 ou 50 000 de ses propres citoyens, peu importe le chiffre exact, et qu'il n'est donc pas légitime qu'il gouverne comme une autocratie dictatoriale, d'une main de fer, en tuant son propre peuple sans distinction. Ça reste au cœur du récit que Trump voulait imposer. Oui, ça joue un peu dans tout ça. Ce n'est pas vraiment un pays stable, leur économie politique est en train de se déliter, et tout ça, alors qu'en réalité c'est plutôt l'inverse. L'Iran a énormément de leviers face aux États-Unis, et pas seulement à travers le détroit d'Ormuz. Ils ont une influence régionale, une influence géopolitique. Leurs liens avec la Chine et la Russie se sont renforcés dans la région. Et en plus, d'autres pays discutent maintenant avec l'Iran à un tout autre niveau qu'avant la guerre. L'Iran s'est clairement hissé, à la fois sur le plan régional et mondial, comme un acteur étatique, une force géopolitique à part entière. Mais je me demandais aussi, Daniel, est-ce que l'Iran a d'autres leviers face aux États-Unis? Je veux dire, je me demande toujours s'il n'y a pas autre chose, quelque chose dont on aurait tacitement convenu de ne pas parler et qui serait en train d'être réglé en coulisses. Ça pourrait avoir un lien, peut-être, avec l'enrichissement de l'uranium, mais je n'écarte pas d'autres possibilités. Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, mais le raid raté à Ispahan, il aurait très bien pu faire des victimes, voire des soldats capturés. Ce genre de choses s'est déjà produit dans l'histoire, et souvent, les négociations se poursuivent discrètement en arrière-plan, d'autant que les États-Unis n'ont pas mené de grandes attaques depuis cet épisode. Donc je cherche toujours à comprendre, parce que toute cette mise en scène actuelle autour des négociations est vraiment étrange. Je veux dire, les États-Unis disposent de moyens lourds, de forces navales importantes.
Ils ont déployé des groupes aéronavals, puis ils en ont retiré, mais ils n'ont pas encore frappé les Iraniens. Et je me demande pourquoi il y a cette hésitation du côté de Trump, pourquoi il s'engage, puis se ravise. Vous savez, il y a peut-être plusieurs facteurs possibles là-dedans. Ou alors, ils essayent peut-être de mettre au point une sorte d'accord, un accord triangulaire avec un autre pays, peut-être la Russie, ou avec Ratassem, ou quelqu'un qui s'occuperait de l'uranium enrichi. Et ils ne veulent tout simplement pas en parler publiquement. Mais s'ils le faisaient, ça ferait capoter les arrangements qu'ils essayent de négocier en ce moment. Qui sait? Franchement, je ne suis pas sûr. Regardons ça de plus près, parce que, selon moi, il y a trois grandes options possibles pour le président Trump. Aucune n'est vraiment bonne, mais il y en a trois, telles que je les vois. La première, ce serait d'écouter tout le bruit ambiant, de reprendre les opérations de combat et d'essayer de faire ce qui n'a pas été fait pendant les 40 premiers jours. La deuxième, ce serait de chercher un accord négocié, ce qui de toute façon devra être fait. Et c'est un peu ce dont on parle ici, un accord que les deux camps puissent accepter. Et ça, c'est une exigence très élevée, surtout du côté de Trump. Et la troisième option, ce serait simplement de faire comme si j'avais gagné, puis de s'en aller. Et je veux qu'on regarde tout ça, parce que la dernière option peut sembler anodine, mais en réalité, c'est une possibilité sérieusement envisagée à la Maison-Blanche. Voyons-les une par une. Il y a encore un groupe assez important de personnes qui disent « Eh bien, vous savez quoi, reprenons et terminons le travail ». On voit plusieurs de ces personnes à l'écran. Jack Keane, bien sûr, et Lindsey Graham sont deux figures majeures de ce camp-là. Il y a aussi des organisations comme l'AEI, la Fondation pour la défense des démocraties. Yoav Gallant, en Israël, aime bien lui aussi terminer le travail. On retrouve ce même fil conducteur chez tous ces acteurs. Et puis, il y a les grands journaux, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post. Oui, ils disent en gros, allez, finissons le travail, et ainsi de suite. Mais comme vous l'avez dit, le président Trump ne l'a pas vraiment fait jusqu'à présent. Pourtant, ces gens continuent de pousser dans cette direction. Mais il y a deux vents contraires majeurs, en fait, trois. Trois vents contraires à cette idée. Et j'aimerais que vous parliez de chacun d'eux dans l'ordre. Le premier, c'est qu'on a déjà utilisé énormément de munitions lors de la première phase. Et je parle là des systèmes d'armes clés, les JASSM, les missiles de croisière à longue portée, les Tomahawk, les intercepteurs THAAD et les intercepteurs PAC-3. Donc, deux armes offensives et deux défensives. Il va déjà falloir des années pour analyser tout ce qu'on a fait ici. Et puis, l'autre moitié du problème, c'est que l'Iran a retrouvé l'accès à la plupart de ses sites de missiles et à ses installations souterraines, peu importe la quantité de munitions qu'on a utilisées. On ne les a pas détruits et ils se sont déjà rétablis. Donc ça va clairement à l'encontre de l'idée de dire on devrait y retourner et recommencer, parce qu'on n'a plus autant de munitions. Et ça n'a pas marché la première fois. Pourtant, cette option semble toujours sur la table. Alors pourquoi autant de gens, d'organisations et de médias insistent-ils autant pour quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionnera pas? Eh bien, sur la première option, celle de terminer le travail, les États-Unis ont déjà fait des mouvements intermédiaires, même ces derniers jours. Il semble qu'ils aient détruit une installation radar iranienne sur l'île de Sirak. Et ces frappes contre les îles du Détroit, les petites îles, ressemblent à une sorte de prélude à une attaque militaire potentielle, ou peut-être à l'occupation de l'une de ces îles, ou d'un point stratégique dans le Détroit. Qui sait? Mais ça paraît logique dans cette direction, même si je trouve peu probable que les États-Unis puissent vraiment débarquer et tenir un territoire. Mais bon, peut-être qu'en ce moment, ils se contentent de se tester mutuellement.
Alors ça, c'est une chose. L'autre, c'est que sur la question de l'épuisement des stocks d'armes, c'est évidemment une situation bien réelle et les États-Unis ont besoin de gagner du temps. Donc peut-être que toute cette agitation diplomatique, ces allers-retours, ces faux-semblants, tout ça, c'est simplement une façon d'acheter du temps. Si, disons, Trump ou son équipe pensent qu'ils ont encore assez de matériel, qu'ils peuvent en transférer depuis d'autres endroits et les mettre en position, ça pourrait prendre plusieurs semaines, voire plus. Mais ils auraient alors de quoi organiser une sorte de grand feu d'artifice militaire qui durerait une semaine ou deux. Et à ce moment-là, ils pourraient déclarer que la mission est accomplie. Sauf que ce serait une paix sans la paix. En d'autres termes, ce serait comme un ordre permanent pour un conflit futur, où les États-Unis pourraient simplement piquer l'Iran de temps en temps et continuer ce genre de manœuvre, sans lancer à nouveau une attaque militaire à grande échelle contre l'Iran. Pas tout de suite, du moins pas avant d'être capable de porter un coup décisif. Donc on est coincé dans une sorte de phase intermédiaire, et ça pourrait bien être, parce qu'il n'y aura pas, à mon avis, d'accord négocié qui soit vraiment contraignant. En somme, les États-Unis sont vraiment dans une impasse. Est-ce qu'on est aussi bloqué par le fait que, enfin, même s'ils essaient, on peut se dire qu'on attend un peu. Mais tu as vu ce truc. Ça pourrait prendre des années, rien que pour obtenir un remplacement. Et ensuite, il y a la question de, d'accord, imaginons qu'on remplace tout. Est-ce qu'un JAS ou un Tomahawk va réussir à pénétrer une montagne qu'il n'a pas traversée la dernière fois? En fait, c'est quoi le but final? Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est que Karl Rove, les acteurs de l'histoire, comme il dit, pourraient tout simplement détruire les infrastructures iraniennes, le réseau électrique, refaire sauter le champ gazier de South Pars et leur complexe pétrochimique, puis dire que, voilà, ça les a fait reculer de 5 ans. Ensuite, ils attendraient un an, et peut-être qu'ils referaient quelque chose plus tard. Après un an, qui sait? Mais on sait tous que l'Iran va riposter, donc ça ne marchera pas non plus. Honnêtement, plus Trump attend avant de répondre militairement après toutes ces menaces, plus le coût politique augmente, à la fois à l'intérieur des États-Unis et sur le plan international. Sa réputation se dégrade petit à petit, plus il attend. Donc soit, je ne veux pas employer un mot grossier, mais enfin soit il agit, soit il laisse tomber, pour dire les choses simplement. Il est coincé entre les deux. Et Israël, de son côté, a aussi besoin de gagner du temps, parce que ses défenses sont clairement affaiblies. Donc cette situation leur est utile. Vous remarquez aussi qu'Israël continue de mener des incursions au Liban, et que ça s'intensifie maintenant. Et ça, c'est aussi un élément de tout accord global de ce qui se passe au Liban. Les États-Unis et Israël veulent séparer ces dossiers, mais du point de vue iranien, tout ça fait partie des négociations ou plus largement de la géopolitique. Regardez l'écran là. Allons voir ensemble. En résumé, il n'y a pas vraiment d'alternative viable pour revenir en arrière. Si on le faisait, parce qu'on n'a même pas parlé du fait que l'Iran, si on faisait ça sous n'importe quelle forme, reprenait les combats, il détruirait toute l'infrastructure énergétique, peut-être même les usines de dessalement et tout le reste au Moyen-Orient. Ça ravagerait complètement la région et ça nous plongerait presque à coup sûr dans une dépression mondiale. Donc ça déjà, c'est un obstacle majeur. Mais il y a un autre obstacle à l'idée de revenir en arrière et de refaire ça, ou peut-être que dans ce cas c'est plutôt un vent favorable qui vient d'Israël. On va parler séparément de plusieurs aspects liés à Israël et à cette histoire avec le Liban. Mais qu'en est-il du point de vue israélien? Je viens de vous montrer plusieurs Américains qui essayent de pousser dans ce sens. Alors, du côté israélien,
Pourquoi veulent-ils que Trump relance une opération militaire, alors que toute analyse rationnelle montre que ça n'atteindrait pas le résultat qu'on recherche? Israël considère l'Iran comme une menace, c'est certain, peut-être même une menace existentielle. Il le voit aussi comme une menace politique, clairement, parce que l'Iran soutient la cause palestinienne. Il se pose en défenseur des plus faibles, en l'occurrence des Palestiniens. Mais la principale préoccupation d'Israël en termes de priorité, ce n'est pas vraiment l'Iran, parce que l'Iran a montré qu'il pouvait cesser les hostilités. Si personne leur tire dessus, ils arrêtent aussi. Sur la scène internationale, l'Iran agit de manière rationnelle. Donc, de ce point de vue, Israël ne s'en inquiète pas tant que ça. Ce qui préoccupe vraiment Israël, ce sont ses objectifs dans son voisinage immédiat. Le territoire au sud du Liban, la bande de Gaza, la Cisjordanie et peut-être même au-delà, certainement aussi en Syrie. En somme, quand il s'agit d'étendre ses frontières, c'est une occasion que Israël ne peut pas laisser passer. Ils ont fait d'énormes progrès pour étendre leurs frontières et s'emparer de territoires appartenant à plusieurs États arabes voisins. Donc ils considèrent que c'est une occasion en or, sur le plan historique, pour Israël de réaliser le rêve du projet du Grand Israël, du moins les premières étapes de ce projet. C'est ça leur préoccupation. Et ils sont tout à fait contents de laisser les États-Unis faire tout le travail difficile, d'échanger les coups avec l'Iran, que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire. Pendant ce temps, Israël va s'occuper ici de ce qu'il fait au sud Liban. Et vous savez, l'Iran est malin, c'est un véritable acteur géopolitique, parce qu'il a les moyens et l'influence nécessaires pour intégrer la question libanaise dans les négociations. En d'autres termes, ça fait partie de ce qu'on appelle l'accord, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que l'Iran sait qu'Israël peut utiliser les civils au Liban. Ils savent que l'Iran se soucie des Palestiniens, des Libanais et des peuples de la région. Et Israël peut s'en servir comme levier contre l'Iran ou pour bloquer, voire saboter les négociations avec les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont fait cette déclaration précise, il y a plusieurs mois, en exigeant un cessez-le-feu au Liban. Parce que l'Iran ne veut pas se retrouver exposé à ce qu'Israël puisse utiliser cette situation dans la dynamique à 3 entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ou à 4 si on compte le Liban. Mais le Liban, on le voit bien en ce moment, n'a pratiquement aucune marge de manœuvre à part ce que fait le Hezbollah dans le sud du pays pour défendre ce territoire. Donc c'est très habile de la part de l'Iran de ne pas lâcher ce dossier et d'en faire un sujet à part, parce qu'en agissant ainsi, il affaiblirait les autres points qu'il essaye de négocier ailleurs. Regardons ça de plus près. Si Israël pousse dans le sens d'un retour à une décision insensée, celle de repartir en guerre, alors en même temps, il freine la deuxième option, celle d'un règlement négocié. J'ai entendu beaucoup de gens, et on en a reçu plusieurs dans l'émission, dire que la plus grande crainte d'Israël, en réalité, c'est que Trump cède à ce qu'ils appellent la pression et qu'il accepte une forme de règlement négocié, quel qu'il soit, juste pour en finir. Et comme vous l'avez mentionné, l'un des plus gros enjeux, peut-être même le principal, c'est la question libanaise. Voilà d'ailleurs ce que Netanyahou a déclaré ce matin à ce sujet. Il n'y aura pas de situation où le Hezbollah attaquera nos villes et nos citoyens, pendant que ces quartiers généraux terroristes, à Beyrouth et à la Dahiya, resteraient intouchables. Alors franchement, quand on écoute ça, surtout en tant que public occidental, on se dit, eh bien oui, si ces terroristes attaquent Israël là-bas, bon sang, bien sûr qu'ils ont le droit de se défendre. Comment peut-on oser dire le contraire? Ah, attendez une seconde. Regardons les infos. Israël a envahi le Liban, ouvrant un nouveau front contre l'Iran. Et ça, c'était le 16 mars, dans cette version précise des événements. Donc on ne peut pas envahir un pays, puis dire « Bon,
Ils ont riposté. Comment osent-ils? Et c'est pour ça qu'on continue à tourner en rond, parce qu'il y a là une espèce d'illogisme circulaire, si on peut dire. Mais maintenant, pour ceux qui ne le sauraient pas, certains, même parmi ceux qui regardent l'émission aujourd'hui, se disent peut-être « D'accord, le Hezbollah, c'est un peu un proxy de l'Iran, donc je comprends qu'il s'en mêle un peu. » Mais je veux vous montrer ce que Nima Al-Horshid a dit dans notre émission, parce que c'est pas juste important, c'est absolument central pour l'Iran. Les deux autres points, qui sont vraiment essentiels du côté iranien, concernent d'abord la libération immédiate de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Ça doit faire partie de l'accord. Quand ils annonceront la signature de ce document, les deux parties déclareront qu'elles l'ont signé et il faudra qu'il y ait une libération immédiate de ces 12 milliards de dollars d'avoirs gelés. Et le deuxième point, qui est tout aussi important, et à mon avis, le plus important de tout le mémorandum d'entente, c'est le cessez-le-feu au Liban. Il n'y a absolument aucune chance que l'Iran accepte un accord, quel qu'il soit, avec les États-Unis, sans qu'un cessez-le-feu soit instauré au Liban. Ce sont des questions majeures, colonel. Je ne sais pas si les États-Unis vont utiliser une forme de levier pour faire pression sur Benjamin Netanyahou en Israël afin d'obtenir un tel résultat. Alors laissez-moi vous demander, on pourrait parler de toutes sortes d'accords, de ce protocole d'entente, de l'ouverture du détroit, des deux blocus qui s'assouplissent. On pourrait parler de tout ça, et c'est important. Mais si on ne dépasse pas cette question libanaise, alors rien d'autre ne peut vraiment avancer. Alors selon vous, pourquoi? Ou plutôt la vraie question, c'est que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'Israël a en quelque sorte un droit de veto sur toute négociation, en disant, peu importe ce que dit le président Trump, on va continuer à accélérer et à intensifier nos actions au Liban. Alors, est-ce qu'Israël est vraiment celui qui tient les rênes ici? Oui, c'est vrai, et tu l'as très bien dit, Daniel. Ils ont en quelque sorte un droit de veto sur les négociations, tant que le Liban fait partie du paquet. Mais avec le temps, si l'Iran reste ferme et ne fait aucune concession là-dessus, ça finit par entraîner Israël dans le jeu des reproches. Du coup, ceux qui veulent la paix, qui veulent la stabilité dans la région, pourront pointer Israël du doigt. C'est ce qui finira par arriver, si ce n'est pas déjà en train de se produire. Donc ce que fait Israël, en gros, c'est jouer un jeu de tromperie, en disant que le Hezbollah attaque, qu'il terrorise les Israéliens, qu'il ne vise que des cibles militaires. Israël, de son côté, tue des milliers de civils libanais. Et il menace d'une destruction massive en donnant des ordres d'évacuation à, vous savez, la troisième plus grande ville du Liban, la ville historique de Tyr. Ils disent, vous devez partir, on va raser l'endroit. On revient donc encore une fois à ce discours sur le génocide. Ce sont exactement les mêmes tactiques qu'ils ont utilisées à Gaza. Et c'est là qu'on voit l'un des problèmes dans cette discussion. Bien sûr, je dois faire très attention à la façon dont je formule les choses, à cause des questions juridiques, des interdictions légales qui classent le Hezbollah comme organisation terroriste selon les gouvernements occidentaux et Israël. Parce que ça aussi, ça fait partie du problème dans cette conversation. Parce que si vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre que le Hezbollah est un exemple, un mouvement basé dans le sud du Liban, issu du sud du Liban, qui mène une lutte de libération contre une occupation étrangère, alors vous risquez de tomber sous le coup des lois sur la censure ou sur le terrorisme, et ainsi de suite. C'est l'un des problèmes. Israël, lui, n'a pas à respecter ce genre de limites dans le débat, alors que tout le monde doit le faire. Et c'est quand même assez flagrant à quel point la situation est déséquilibrée au Liban. Mais Israël continue d'y échapper, parce qu'il bénéficie d'un avantage dans cette guerre autour du contrôle du discours, en raison de la désignation du Hezbollah
comme organisation terroriste. because of the terrorism designation of Hezbollah. So that's a big part of the problem, and it means that C'est là une grande partie du problème. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, pas de vrai dialogue entre les forces souveraines au Liban et les autres. Et Netanyahou ment quand il dit que le Hezbollah terrorise les Israéliens, parce que ce n'est pas le cas. Il mène une opération militaire très encadrée. Israël, en revanche, pratique un véritable terrorisme. Il tue massivement des civils et menace de raser des villes. Franchement, on ne peut pas faire plus terroriste que ça. That's about as terroristic as you can possibly get. Oui, je sais que tu parles de cette question des désignations. Tu sais, pour ceux qui ne sont peut-être pas très au clair là-dessus, je me demande si tu pourrais rapidement faire une petite parenthèse. On entend souvent dire que le Hezbollah est un proxy de l'Iran, que l'Iran aurait créé tous ces groupes pour attaquer Israël et ainsi de suite. Mais d'après ce que tu comprends, quelle est la véritable origine du Hezbollah? Comment ce mouvement s'est-il formé? Qu'est-ce qui a provoqué sa création ou son émergence au départ? Eh bien, c'est un fait historique. Le Hezbollah n'existait pas et n'existerait pas sans l'occupation israélienne du Sud-Liban pendant 2 décennies, pendant environ 20 ans, les années 80 et 90, disons. Le Hezbollah a été créé, fondé, né de cette situation. Parce que ce qu'Israël a fait, c'est qu'ils ont mis en place une sorte de force supplétive, une force proxy israélienne, la force de sécurité du Sud-Liban, l'armée du Sud-Liban, et ils s'en sont servis pour brutaliser la population locale pendant les années 80 et 90. Et le Hezbollah s'est battu contre ça. Ils sont apparus officiellement en 1985, bien après Beyrouth. L'attentat contre la caserne des Marines. Mais le seul événement que les États-Unis citent toujours comme un acte du Hezbollah ayant tué des Américains, c'est l'attentat de la caserne des Marines à Beyrouth. Or, il y a plusieurs autres explications possibles, et d'autres acteurs qui auraient eu intérêt à voir les États-Unis quitter le Liban en 1982 et 83, y compris Israël lui-même. Mais ça, c'est un autre débat. Ces hypothèses existent. Il n'y aurait pas eu de Hezbollah sans l'occupation du Sud-Liban par Israël. Et, d'une certaine façon, on pourrait sans doute faire le même raisonnement technique à propos du Hamas. À Gaza, il n'y aurait pas de Hamas s'il n'y avait pas cette occupation brutale et toutes ces opérations périodiques, ce que Israël appelle « tondre la pelouse à Gaza ». Il n'y aurait pas de Hamas. Je veux dire, il n'existerait tout simplement pas. C'est bien là le problème dans cette discussion. On ne peut pas vraiment avoir un débat ou une analyse objective, parce que tout est déjà tellement chargé. Dès qu'on colle cette étiquette de terrorisme, il devient pratiquement impossible d'avoir une conversation analytique et objective. Et franchement, ça rend très difficile tout avancer vers un accord négocié qui ait du sens, parce qu'on parle ici d'une population autochtone. C'est difficile, très difficile. Regardons cette partie de la même équation, ici. D'accord, je vérifie que je suis toujours dans le cadre. Voici les nouvelles israéliennes d'aujourd'hui. La trêve au Liban s'effondre alors que Netanyahou et ses invités ordonnent à l'armée israélienne de reprendre les frappes contre le Hezbollah à Beyrouth. Gary vous montrait tout à l'heure un titre sur des gens qui essayent de fuir Beyrouth en ce moment par crainte de ce qui pourrait arriver. Mais voyons maintenant quelle a été la réaction ici. C'était aussi ce matin. Vous voyez, on est le 1er juin, tôt ce matin, heure locale. Ghalibaf, le président du Parlement iranien et principal négociateur, déclare que le blocus naval et l'escalade des crimes de guerre au Liban par le régime sioniste sont la preuve évidente du non-respect du cessez-le-feu par les États-Unis. Chaque choix a un prix, et la facture finit toujours par arriver. Tout finira par s'éclaircir.
C'est ce qu'a repris, en l'élargissant un peu, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Il déclare qu'il faut, de toute urgence, un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, qui constituerait sans aucune ambiguïté un cessez-le-feu global sur tous les fronts, y compris, précise-t-il, le Liban. Toute violation de ce cessez-le-feu par l'une des parties sera considérée comme une violation sur l'ensemble des fronts. Les États-Unis et Israël portent la responsabilité des conséquences de toute rupture de cette trêve. Alors, laissez-moi vous demander, vous avez aussi des sources iraniennes, non? C'est une déclaration assez forte et ça fait écho à quelque chose qu'on a montré vers la fin de la semaine dernière. Mohsen Rezaei, je crois que c'est son nom, était le principal conseiller militaire du guide suprême. Il a dit, en gros, écoutez, si ce blocus n'est pas levé, on pourrait le lever par des moyens militaires. Est-ce que vous voyez une possibilité que ces négociations s'effondrent à cause de la question du Liban et que ce soit l'Iran qui relance les hostilités? Qu'est-ce que, selon vous, ils veulent dire par là? C'est possible, oui, c'est possible. Mais au minimum, même si l'Iran ne lance pas sa propre vague d'hostilité militaire, même si ce n'est pas le cas, les États-Unis et Israël essayent d'agir au Liban et en Syrie occupée comme si c'était une situation à part. Et jusqu'ici, ils ont réussi à faire passer ça dans les médias. Mais ce que fait l'Iran, en élargissant le champ, c'est d'étendre ce qu'on pourrait appeler la zone de préoccupation liée à un règlement global. Et c'est très proche de la manière dont l'Iran a intégré les États du Golfe dans ce conflit, parce qu'ils accueillent des bases américaines. Quand on regarde les médias américains, ils n'ont pas vraiment envie d'inclure les États du Golfe comme des co-belligérants, disons, du fait qu'ils accueillent des bases et des installations militaires américaines. En Occident et chez ceux qui défendent cette position, on tient beaucoup à séparer tout ça, à compartimenter les choses. L'Iran, lui, aborde la situation de manière beaucoup plus globale, et c'est malin. Et ça va marcher. Je vous le dis, ça a déjà marché avec les pays du Golfe, et ça a changé leur comportement. Et s'ils restent fermes, ça marchera aussi ici. À terme, la communauté internationale, ça prendra peut-être du temps, mais la communauté internationale, les Européens et d'autres acteurs occidentaux finiront par voir Israël comme le principal obstacle à tout progrès, à toute désescalade ou à tout règlement négocié. Et l'Iran le sait. Et je pense que c'est pour ça qu'il joue sur le long terme. Les États-Unis, eux, sont dans une logique de court terme, à gérer sans arrêt les tactiques du moment, alors que l'Iran est beaucoup plus clair. Ils ont une stratégie à long terme. Ils l'ont intégrée à leurs exigences et à leur manière de négocier. Et je pense que les États-Unis ont vraiment du mal avec ça. Ils peinent à s'y adapter. Et Israël, de son côté, va simplement continuer à chercher à atteindre ses objectifs militaires dans son voisinage immédiat. Et vous pensez que l'intérêt d'Israël dans tout ça, parce que depuis l'annonce du cessez-le-feu, ils ont vraiment agi d'une certaine manière. Les gens se souviendront que dès le premier jour, les États-Unis, Israël et le Pakistan, notamment, avaient clairement déclaré que le Liban faisait partie du cessez-le-feu. Et ce jour-là, Israël a lancé la plus grande frappe aérienne concentrée de son histoire contre le Liban, comme pour mettre un point d'exclamation à « absolument pas ». C'est ce que ça donnait, en tout cas. Et maintenant, nous voilà de nouveau en train d'étendre les opérations au Liban, à Beyrouth en particulier, et même au-delà du fleuve Litani, dans des zones dont ils n'avaient jusque-là jamais parlé, ni même envisagé d'aller aussi loin au nord. Alors la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce qu'Israël est simplement en train de dire « on fera tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait jamais d'accord négocié » ou bien est-ce qu'il s'agit peut-être d'une stratégie d'Israël, peut-être même en coordination avec les États-Unis, pour dire
Allons dans cette zone dont on sait qu'elle est non négociable pour eux, au Liban, afin de pousser l'Iran à réagir. Et ensuite, ils pourraient dire, regardez ce qu'ils ont fait, maintenant on va riposter. D'après vous, laquelle de ces deux hypothèses est en train de se jouer? That certainly would be a favorable outcome. Ce serait certainement un résultat favorable, au moins sur le plan des relations publiques, pour Israël et les États-Unis, si l'Iran faisait ça. Ils en profiteraient à fond pour appuyer leur argument. Du genre, regardez, ce sont les Iraniens, ils ne sont pas raisonnables. On leur a proposé un accord tout à fait correct et ils l'ont rejeté. On connaît déjà ce discours, on l'a entendu plus d'une fois. Mais je pense que pour Israël, c'est en réalité une question très précise de sécurité et de stratégie. Le problème, c'est celui-ci. Ils ont déjà occupé ce territoire. Israël a contrôlé cette partie du Sud-Liban autrefois, puis ils ont dû se retirer, et ils l'ont fait de manière assez humiliante en 2000. Ensuite, ils ont été vaincus en 2006 pendant la guerre contre le Hezbollah. Le fleuve Litani, et si vous êtes sur le château de Beaufort, j'y suis déjà allé, vous avez une vue directe sur une colonie israélienne. On ne peut pas littéralement lancer jusque-là, mais c'est vraiment pas loin. Donc, pour Israël, leur préoccupation ne se limite pas cette fois au fleuve Litani. Ils voudraient obtenir une position plus avantageuse que celle qu'ils avaient auparavant. Ça veut dire qu'ils exigeraient une zone tampon au-delà du Litani. D'accord? C'est un tout autre scénario. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent à faire parce que pour eux, revenir simplement sur les anciennes positions, ce n'est pas suffisant. Et pour eux, ce serait même considéré comme un progrès, puisqu'ils ont déjà détruit tous ces villages, rasé ces bâtiments et anéanti des centaines de milliers de maisons dans le sud du Liban. Donc de leur point de vue, c'est une avancée. Dans la logique israélienne, ils se disent « On fait un meilleur travail pour vider le sud du Liban de sa population que la dernière fois. » Et cette fois, ils ne comptent pas forcément s'appuyer sur une force par procuration, comme avant. Ils veulent simplement tout anéantir, comme ils l'ont fait à Gaza. Mais leur objectif, c'est de prendre plus de territoire. Alors laissez-moi vous poser la question. Mettez de côté toute considération morale, toutes les règles internationales, les lois, tout ça. Oublions tout, même le Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Est-ce qu'Israël, avec sa structure militaire, avec les moyens dont il dispose, a réellement la capacité de le faire? Est-ce qu'ils peuvent avancer au nord du fleuve Litani? Est-ce qu'ils peuvent tenir ce qu'ils n'ont pas réussi à tenir en 2000 ou en 2006? Vous voyez ce que je veux dire, si on se projette à partir de maintenant. J'aimerais dire que non. J'aimerais vraiment dire que non. Mais les règles du jeu ont changé, Danny. Ça, c'était avant Gaza. Là, on est après Gaza. Et les règles du jeu aujourd'hui sont différentes. Les règles du jeu, c'est que la politique de la terre brûlée est désormais parfaitement tolérée par la communauté internationale, par les États-Unis et par les Européens. Voilà les nouvelles règles du jeu. C'est donc totalement différent du début des années 2000, où ça aurait été impensable. Rien que ce qu'on a vu ces 6 derniers mois au Liban, de la part de Tsahal et des Israéliens, aurait été inimaginable il y a 20 ans, 10 ans, même 5 ans. Mais ce n'est plus le cas. Ce ne l'est plus. Et tout ça se fait sous le prétexte, sous la bannière de la lutte antiterroriste. Tu vois, c'est bien là le problème. La source de presque tous nos problèmes dans ces situations, c'est que ça donne carte blanche à Israël pour faire ce qu'il veut. Et ça inclut une politique de terre brûlée totale. Quand on en est là, la question des troupes au sol n'a plus vraiment d'importance. Ils peuvent toujours envoyer des réservistes plus tard, une fois que tout a été rasé. Le Sud-Liban n'a pas du tout les infrastructures souterraines, ni les mécanismes de survie que Gaza possède. Et c'est une différence majeure.
À Gaza, c'est une destruction massive, mais le Hamas reste encore debout, même s'il est beaucoup affaibli. Le Sud-Liban, lui, c'est une société qui fonctionnait. C'est un pays magnifique avec une vie normale, des routes, des infrastructures, tout ce que la Palestine n'a pas, ou plutôt que la Palestine occupée n'a pas. Mais plus Israël avance, plus tout ça disparaît. Les gens ont été déplacés. Des millions de personnes ont été déplacées. Oui, oui. Et on peut aussi parler du soutien qu'ils reçoivent de l'Iran sur ce plan, ce qu'ils montrent clairement en ce moment. Mais là, je parle vraiment de la situation sur le terrain. Disons qu'Israël avance, qu'il dépasse le fleuve Litanie, qu'ils établissent une nouvelle ligne d'avancée, peu importe jusqu'où ils veulent aller. Toutes les personnes qui ont été chassées de là et qui se retrouvent maintenant entassées dans d'autres régions du Liban ou à l'étranger, etc. J'ai du mal à imaginer qu'elles se disent « bon, tant pis, on a perdu, on va juste faire avec ce qu'on a ici ». À mon avis, elles vont plutôt se dire « d'accord, on recommence à planifier, à se préparer, à organiser la logistique, et un jour, on retournera reprendre notre territoire ». Il me semble qu'Israël n'aura jamais la paix dans ces conditions. Je me trompe? Si on parle du Liban dans son ensemble, comme pays, eh bien c'est une grande partie des Libanais, parce que le pays est divisé de manière confessionnelle entre chrétiens, sunnites, chiites et druzes. À cause de ça, il y a une large part de la population libanaise, y compris le président et le premier ministre, qui ne se soucient pas vraiment de sa frontière. Ils n'ont aucun intérêt à la défendre, aucun intérêt à empêcher Israël d'avancer. En fait, beaucoup de ces Libanais, qu'on pourrait qualifier de sionistes ou de pro-américains, sont plutôt contents de voir Israël marcher jusqu'à Beyrouth, parce qu'ils considèrent les chiites et le Hezbollah comme l'ennemi mortel, existentiel de tout ce qui fait le Liban. Et ils ont, d'une certaine manière, un syndrome de Stockholm vis-à-vis de l'occupation économique et politique américaine et de l'influence israélienne sur le plan politique et du renseignement au Liban. Ils sont donc assez enclins à laisser faire, à céder à cet agenda américano-israélien pour le Sud-Liban. Donc, le Hezbollah, c'est un État dans l'État. C'est pas un acteur non étatique, c'est un acteur semi-étatique. Ils ont une représentation politique au Parlement libanais. Je ne les qualifierais pas de simples proxys de l'Iran, loin de là. Ce sont des alliés de l'Iran. L'Iran soutient le Hezbollah, oui. Mais quand on parle, par exemple, des drones FPV, beaucoup de gens, ces dernières semaines, se demandaient qui fabrique ces drones FPV pour le Hezbollah, pour le Sud-Liban. Il doit bien y avoir quelqu'un derrière. Ils ne peuvent pas faire tout ça tout seuls. Eh bien, moi, je vous le dis, si, ils le peuvent. Les Libanais sont d'excellents ingénieurs, d'excellents entrepreneurs. Ils sont extrêmement ingénieux. Ils sont très adaptables. Ils savent travailler en situation de crise. Ils savent faire avec rien. C'est le mode normal pour les Libanais. Donc ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un, ni d'équipe ukrainienne ou russe, pour venir leur apprendre à fabriquer des drones FPV. Ils ont clairement le talent et la capacité naturelle pour comprendre ça par eux-mêmes. Et ils l'ont prouvé encore et encore depuis plus de 30 ans. En 2006, quand ils ont vaincu Israël, ce que personne n'avait vu venir, c'était le Hezbollah. Et ce n'était pas une victoire iranienne, c'était une victoire du Hezbollah en 2006. Mais le discours dominant aux États-Unis, c'est que ce sont leurs supplétifs. C'est la ligne de Mike Pompeo, c'est la ligne de Tom Barrack, c'est celle de Fox News. Il dit que l'Iran lance ses missiles et qu'il les installe directement à l'intérieur du Liban. Trump fait la même chose avec le Hamas. Il dit « Oh, le Hamas coupe la tête des bébés ». Non, il dit que c'est l'Iran qui coupe la tête des bébés en Palestine. Donc il reste vraiment bloqué sur ce discours. Et je pense que le lobby israélien pousse très fort cette idée des proxys iraniens.
Du coup, ça donne l'impression qu'on ne peut pas résoudre le problème, qu'on ne peut pas négocier avec les Iraniens, qu'on ne peut pas débloquer leurs avoirs, parce que ça finirait entre les mains de leurs alliés. Tout ça alimente ce récit, et ce récit conduit en fait à une impasse sur toute possibilité d'avancer dans les négociations. C'est un vrai problème. Il faut qu'on dépasse ces éléments de propagande si on veut enfin parler sérieusement de ce qui se passe vraiment et des moyens de ramener la situation à quelque chose de plus stable. Et je ne vois aucune perspective que ça change de sitôt. Je veux dire, dans un avenir prévisible, je ne vois pas, si on revenait à des opérations de combat, comme je l'ai dit dès le départ, ce serait une catastrophe d'un niveau jamais vu auparavant. Et je pense que les militaires au sein de l'administration Trump sont très clairs et très fermes sur ce point. C'est d'ailleurs, à mon avis, la raison pour laquelle on ne l'a pas fait jusqu'ici. Mais comme vous venez de le souligner, même sur le plan diplomatique, surtout à cause du Liban, mais pas seulement, on n'a même pas évoqué d'autres sujets comme les avoirs gelés, le contrôle du détroit d'Ormuz ou encore cette histoire de poussière nucléaire, peu importe comment on l'appelle. Autant de vents contraires supplémentaires. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune chance d'un règlement négocié. Ce qui, du coup, semble laisser à Donald Trump l'option la plus séduisante, celle qu'on appelle le plan de retrait, dont on a déjà parlé ici. Faire comme si on avait gagné. Et on l'a vu laisser échapper quelques indices dans ce sens. Rebecca Heinrichs, d'ailleurs, l'a fait vendredi, ce qui était un vrai revirement de sa part, en disant « Bon, peut-être qu'on pourrait avoir un accord que je n'aime pas ». Trump lui a dit « Écoutez, ils vont déjà être touchés. Il leur faudra 2 décennies pour défaire tout ce qu'on a fait maintenant. » Et il répète « Détruire leur marine, leur aviation, et ainsi de suite. » Pensez-vous que c'est une option que Trump pourrait vraiment envisager? Et selon vous, est-ce que ce serait, en théorie, le scénario le plus possible, le plus atteignable pour les États-Unis? Faire semblant d'avoir gagné, partir avec tous nos atouts et rouvrir le détroit. Eh bien, peut-être pas ouvrir complètement le détroit, pas tout de suite. Mais se retirer, oui, à une condition. Il faut une distraction majeure. Il faut qu'un autre front s'ouvre quelque part ailleurs dans le monde pour capter toute l'attention des médias internationaux, des médias américains, de l'establishment politique américain, que tout le pays se tourne, par exemple, vers Cuba. Oh là là, non, j'avais peur que tu dises Cuba. Par exemple, ce serait, et c'est très proche des côtes américaines, donc ce serait vraiment le scénario parfait. Et vous savez à quel point Trump et son équipe sont doués pour réécrire l'histoire. Ils diront que « Oh, c'était une grande victoire au Venezuela ». En réalité, on n'a aucune idée de la façon dont l'histoire du Venezuela va se terminer. Pas l'année prochaine, ni dans 3 ou 5 ans. Ça pourrait très bien se retourner complètement, avec un gouvernement anti-américain élu avec un énorme mandat lors du prochain cycle électoral. On n'en sait absolument rien. Donc cette idée de déclarer la victoire trop tôt, c'est exactement le genre de choses que Trump, son équipe et ses partisans aimeraient faire. Et ils le feront parce qu'ils peuvent le faire. Ce serait la façon la plus pratique de mettre fin à cette crise. Toute cette histoire avec l'Iran, c'est justement pour ça. Mais je pense que lui, par exemple, vous avez vu cette histoire du fonds d'investissement pour la reconstruction de 300 milliards de dollars. Eh bien ça, c'est clairement une porte de sortie. C'est un projet de stratégie de sortie, surtout s'il y a une part de privatisation dedans, parce que ça durerait au-delà du mandat de Trump. Autrement dit, il aurait encore ces gens liés ou impliqués dans ce fonds, un peu comme avec d'autres structures, comme le Board of Peace, par exemple. Ce sont des comptes privés qui fonctionnent en parallèle avec la Banque mondiale.
et Donald Jr., Eric ou lui-même seraient nommés de façon permanente à ce fameux conseil de supervision, même après avoir quitté leurs fonctions. Ou alors, Trump pourrait bricoler un accord pour lui, pour ses alliés, pour ses proches, avec une sorte de gros fonds occulte déguisé en réparation. En réalité, ce serait l'Iran qui recevrait ces réparations, mais d'une manière ou d'une autre, les États-Unis et certaines entreprises américaines pourraient en tirer profit. Ce serait la stratégie de sortie idéale pour Trump dans cette situation. Il faut en tirer un avantage financier. Je peux très bien imaginer que ça se produise. Selon vous, dans les quelques minutes qu'il nous reste, quel serait le scénario final le plus plausible pour l'Iran, une fois cette guerre terminée? Peu importe ce que cela veut dire exactement, mais d'après vous, quel est le dénouement le plus probable sur la durée qu'il faudra par rapport à la situation du 27 février? Eh bien, Tout ce que je peux dire, c'est ceci. L'Iran a considérablement renforcé sa position comme acteur étatique dans le système international. Et c'est pas passé par les canaux habituels des relations internationales. C'est passé par la force brute, après une guerre sans traité de paix, sans accord contraignant. C'est donc un changement majeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des relations plus étroites avec la Chine et la Russie, une coordination plus poussée avec la Chine, avec le Pakistan aussi, et une intégration plus forte en Asie centrale, sur les plans économiques, politiques et géopolitiques. Et peut-être aussi une position plus élevée dans le Golfe vis-à-vis du CCG, les monarchies arabes du Golfe. Quant à une guerre potentielle avec Israël et les États-Unis, elle reste toujours imminente, mais de moins en moins probable. Parce que plus la stabilité et la paix durent, plus l'Iran aura ses défenses et ce purpose pour l'option d'effort. Autrement dit, vous savez, il se prépare déjà pour le prochain conflit avec les États-Unis et Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ça pourrait créer une forme de dissuasion. Et les États-Unis comme Israël doivent vraiment réfléchir sérieusement à la manière de renouer le dialogue avec l'Iran, parce qu'ils vont devoir le faire face à un Iran plus fort. C'est déjà un Iran plus fort. Même si sa marine est anéantie, ou son armée de l'air, comme le dit Trump, c'est aujourd'hui un acteur géopolitique bien plus puissant qu'il ne l'était avant le 28 février. Ça, c'est incontestable. Donc on ne parle plus du même Iran qu'avant. C'est un acteur international beaucoup plus solide. Et ça, à terme, ça va créer une certaine dissuasion et, espérons-le, un peu de stabilité dans la région. Au Moyen-Orient, il pourrait y avoir un peu plus de stabilité économique, mais avec l'Iran en position plus forte, ils auront quand même toujours des sanctions. J'en suis sûr. Franchement, je serais étonné qu'on les lève de sitôt. Peut-être quelques petits gestes par-ci par-là, débloquer quelques avoirs, peut-être, mais peut-être pas. Parce que de toute façon, c'est complètement bloqué au Congrès américain. Dès qu'il est question de donner le moindre dollar à l'Iran, tout le monde se met à hurler sur les chaînes, Mark Levin compris, en disant « Ah, ils vont prendre l'argent pour financer le terrorisme, comme Biden. » Ils disent que Biden finançait l'Iran. Moi, je ne comprends pas trop ce raisonnement. Mais bon, c'est ce qu'ils répètent à chaque fois que le sujet revient. Eh bien, on verra ce qui va se passer. Parce que, quelle que soit la façon dont ça se termine, surtout si on part sur l'idée du « on s'en va », ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord, pas de deal, et donc aucune disposition pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Ça rendra toute reprise beaucoup plus incertaine. Les compagnies maritimes seront bien moins enclines à y aller et à risquer leurs navires. Les compagnies d'assurance feront payer des primes plus élevées. Mais la demande de pétrole sera très forte, alors certains prendront quand même le risque. Simplement, tout ça se fera à un coût bien plus élevé.
En fait, j'ai reçu Art Berman dans l'émission le week-end dernier. C'est un expert de l'industrie pétrolière. Il m'a d'ailleurs renvoyé un mail ce week-end pour me redire quelque chose qu'il avait déjà souligné à l'antenne. Il m'a écrit « Écoute, je veux insister sur un point que j'ai évoqué dans ton émission. Le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à la situation du 27 février avant très longtemps, si jamais il y revient. » Il m'a expliqué que ça prendrait des années pour tout remettre en ordre. Donc, quel que soit le dommage économique déjà causé, il faudra beaucoup de temps avant que tout soit réparé. Et je pense que nous allons en payer le prix, en tant que pays et dans l'économie occidentale, pendant encore longtemps. Et j'ajouterais, Daniel, que cela veut aussi dire qu'il pourrait y avoir une reprise des combats autour du détroit de Bab el-Mandeb. Cette tension persistante, la situation au Yémen, pourrait devenir un vrai problème de sécurité. Quelque chose sur lequel les États-Unis, Israël et leurs alliés, comme les Émirats arabes unis par exemple, pourraient concentrer leur attention. Donc cette situation va rester tendue, elle aussi. Oui, il n'y a pas beaucoup d'optimisme à avoir là-dessus. Mais au minimum, on veut simplement montrer à quel point on a causé des dégâts en menant ce genre d'opération insensée, à l'encontre de toute logique, de toute raison, de toute évidence, et en continuant à croire qu'on peut encore s'en sortir par la force militaire. J'imagine et j'espère qu'avec le temps, quand ces coups vont se faire sentir pour tout le monde, pas seulement quand on fait le plein à la station-service, mais aussi quand on fait ses courses ou quand on peut plus prendre l'avion faute de carburant, les gens finiront par dire « Bon, ça suffit. Vous tous, dehors, on va voter pour vous sortir du pouvoir. » C'est ce que j'espère voir arriver. Une dernière chose, Danny. Comme tu l'as dit, le calendrier politique aux États-Unis pourrait arriver à son terme et les gens vont devoir changer leur attitude face à la situation. L'autre point, c'est que si la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran, par exemple, concluent un accord entre eux et contournent complètement les États-Unis et l'Europe, alors il faudra qu'on revienne vers eux pour rejoindre l'arrangement qu'ils auront mis en place. C'est aussi une solution possible à ce problème, mettre les États-Unis complètement de côté. Oui, eh bien, c'est un coût qu'il faudra assumer. Et si cela conduit à un monde plus stable et que ça nous aide aussi, alors c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Mais on verra bien comment tout ça évolue. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Patrick, et d'avoir apporté autant de clarté sur ces questions. On vous en est vraiment reconnaissant. Oui, merci, Daniel. Et voilà, on vous envoie là-bas. On en a parlé au début de l'émission, le site 21st Century Wire et l'émission Sunday Wire avec Patrick Henningsen. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à voir. Vous pouvez le voir juste là, l'adresse est en bas de l'écran. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on aura aussi Matt O de retour dans l'émission à 14h aujourd'hui. Donc, dans quelques heures à peine, il va nous expliquer un peu ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On en a parlé rapidement, mais il y a eu quelques évolutions que vous n'avez peut-être pas encore entendues. Matt en parlera en détail tout à l'heure, à 14h, dans le Daniel Davis Deep Dive. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui adorent écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Et ils peuvent le trouver partout où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit de leur en parler. Where they already get their podcast. You just got to tell them.